va d'abord voir comment on définit la longueur de flambement d'un poteau, puis après on va faire une application si on a le temps. Donc, je rappelle ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez vu dans les autres cours, RDM, Béton-Armé. Mais aujourd'hui, on va faire surtout une généralisation sur comment on calcule la longueur de flambement. Je vais commencer par les exemples que vous connaissez déjà. Est-ce que le schéma est partagé? Oui, monsieur. Donc, on va commencer par le quatrième schéma à partir de la gauche. Le quatrième schéma à partir de la gauche, c'est-à-dire c'est une barre ou bien un poteau. Il a deux appuis, en bas un appui rotulé fixe, puis en haut un appui simple, soumis à un effort normal de compression. Donc lorsque le poteau flambe, et lorsqu'on veut calculer, lorsqu'on veut dimensionner le poteau, il faut le dimensionner par rapport à sa longueur de flambement. Donc comme vous l'avez déjà vu, la longueur de flambement d'un poteau sur deux appuis est égale à la longueur du poteau. C'est-à-dire le coefficient de flambement est égal à 1. Donc, je peux faire une définition qu'on va généraliser. La longueur de flambement d'un poteau, c'est lorsque le poteau flambe entre deux sections, tels que les moments de flexion dans ces deux sections est nul, puisque notre poteau a flambé entre les deux appuis. Et on sait que les moments fléchissants au niveau des appuis sont nuls. Donc, la définition générale de la longueur de flambement d'un poteau, c'est lorsqu'il fléchit entre deux sections où le moment de flexion de ces deux sections est nul. Maintenant, on va appliquer ça pour les autres cas. Le deuxième schéma qu'on va voir, c'est le deuxième schéma à partir de la gauche, c'est-à-dire ce schéma. Ce schéma, c'est un poteau doublement encastré, soumis à un effort normal de compression. Donc, lorsque le poteau flambe, vous voyez qu'il va flamber un peu différemment d'un poteau sur deux appuis. Parce que ici, on a ce qu'on appelle les points d'inflexion. Parce qu'on a dit au départ que le poteau flambe entre deux sections où le moment est nul. Or, au niveau des encastrements, le moment n'est pas nul parce qu'on a des moments d'encastrement. Donc, on ne peut pas dire que la longueur du flambement, c'est la longueur totale des poteaux. Donc, il faut trouver la longueur de flambement correspondance. Au niveau de poteau, on voit que lorsque le poteau se flambe, il y a ce qu'on appelle formation de points d'inflexion. Parce qu'au départ, il flambe dans ce sens, il fléchit dans ce sens, puis après, la flexion change de concavité. Ensuite, il flambe comme ça, puis après, il y a un changement de concavité. Ça veut dire qu'on a deux points d'inflexion ici. Et au niveau des points d'inflexion, puisque la déformation change, donc au niveau de ces points, le moment est nul. On peut démontrer que le moment de flexion est nul au niveau de ces deux points. Ça veut dire que la longueur de flambement de la barre doublement encastrée, c'est entre ces deux points d'inflexion. Donc la longueur de flambement est inférieure à la longueur de la barre. Et on démontre aisément par calcul que la longueur de flambement d'une barre doublement encastrée, c'est égal à 0,5 fois N. Le cas suivant, c'est le troisième schéma à partir de la gauche. C'est-à-dire un poteau en bas encastré et en haut, on a un appui simple. Là aussi, on fait le même raisonnement. Il faut trouver des sections telles que le moment est nul. Donc la première section, on la connaît parce que l'appui de haut, l'appui simple, le moment là-bas est nul. Donc il faut chercher à l'intérieur du poteau une section où le moment est nul. Donc lorsque le poteau flambe, là aussi, on a formation d'un point d'inflexion près de l'encastrement et la longueur de flambement. Donc dans ce cas, c'est entre l'appui supérieur et le point d'inflexion. Et ici, on va trouver que la longueur de flambement, donc on voit qu'aussi, là aussi, puisqu'on a un encastrement, elle est inférieure à 1, donc la longueur de flambement est égale à 0,7 fois N. Maintenant, on va voir le troisième cas, mais à partir de la droite. Le troisième cas, c'est à peu près similaire au deuxième cas, mais c'est différent.
On a vu que le deuxième schéma à partir de la gauche, c'est un poteau doublement encastré. Mais il n'y a pas de déplacement horizontal. Donc, tous la rotation est nulle parce qu'on a des encastrements et aussi le déplacement horizontal est nul. Par contre, pour le troisième schéma à partir de la droite, en bas, on a un encastrement parfait. Donc, la rotation est nulle, le déplacement horizontal nul et le déplacement vertical est nul. Par contre, l'encastrement du haut, c'est pas vraiment un encastrement parfait. C'est un encastrement tel que la rotation est nulle, mais le déplacement horizontal est permis. Donc, بحال لو كا ديال لابوتر مع البوطو الفوق. احنا غادي نشوفوا des exemples من بعد. Donc, les deux cas sont possibles. Je vais les traiter des exemples après. Donc, un poteau en bas, il est parfaitement encastré, pas de déplacement horizontal. Par contre, en haut, il est encastré, mais il peut se déplacer horizontalement. Dans ce cas, la longueur de flambement n'est plus égale à... Vous voyez que lorsqu'on veut chercher les sections où le moment est nul, la première section va être à l'intérieur du poteau, mais malheureusement, la dernière section, il faut la chercher à l'extérieur pour avoir la forme d'un poteau fléchi. Ce qui fait que ici, la longueur de flambement va être égale à L, mais parfois on va voir que ça peut être égal, ça peut être supérieur ou égal à L. Dans les cas suivants, dans les cas qu'on va voir après. Monsieur, le cas encastré parfait et encastré non parfait. Voilà. Une extrémité parfaite ou une extrémité non. Extrémité encastrement parfait et l'autre extrémité encastrement qui n'est pas parfait. On va voir tout à l'heure des exemples. Sinon, le deuxième schéma à partir de la droite, c'est une console. On a un seul encastrement et une extrémité libre lorsqu'il flambe. Donc, la première section où le moment est nul, c'est l'extrémité supérieure. Par contre, au niveau de l'encastrement, le moment n'est pas nul. Donc, on doit chercher une section où le moment nul, on va le trouver vers l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut prolonger la déforme vers l'extérieur. Et finalement, ici, la longueur de flambement, c'est 2 fois la longueur de la barre. Donc, voilà. Sinon, le dernier cas n'est pas intéressant parce qu'on ne peut jamais trouver un encastrement avec une rotule, impossible. Donc, lorsqu'on a une barre encastrée, lorsqu'on a un seul appui, l'appui doit être obligatoirement un encastrement. Sinon, l'élément va être instable. Donc, pour continuer, on va définir 2 types de structures pour comprendre la différence, par exemple, entre ces deux poteaux encastrés différemment. Donc, voilà 2 structures, 2 portiques avec plusieurs niveaux, avec 3 travées et 3 niveaux. Une petite différence. Le premier portique, donc je rappelle, lorsqu'on a un portique, les poutres sont encastrées dans les poteaux. C'est obligatoire. Donc le premier, c'est un portique et toutes les poutres sont encastrées dans les poteaux. Le deuxième schéma à droite, c'est un portique. Là aussi, on suppose que les poutres sont encastrées dans les poteaux, mais on a rajouté des croix au niveau des 3 étages. Quelle sera la différence entre les deux? La différence va avoir 2 conséquences importantes. Dans le premier cas, lorsqu'on applique des charges horizontales, la structure va se déplacer. Je parle du schéma de gauche, c'est-à-dire ossature non contremontée. Donc lorsque j'applique des forces horizontales au niveau des nœuds, la structure va se déplacer et on aura un déplacement raisonnable qui n'est pas négligeable. Par contre, dans la deuxième structure à droite, qu'on a appelée structure contremontée, lorsque j'applique des forces au niveau du nœud, lorsque j'applique des forces horizontales au niveau du nœud, on aura un déplacement horizontal. Mais le déplacement horizontal va être très faible, très négligeable. Parce que le rajout de croix va donner une rigidité importante à la structure, telle que les déplacements vont être très faibles, qu'on peut négliger. C'est comme si le déplacement horizontal est pratiquement nul. Il n'est pas nul, mais vu qu'il est très faible, on peut dire qu'il est presque nul. Et on va considérer que 2 sections se comportent un peu différemment. Donc la première section à gauche, on va l'appeler
section un nœud ou bien un nœud déplaçable. Par contre, le deuxième portique, donc le deuxième schéma à droite, on va l'appeler structure à nœud fixe ou bien un nœud non déplaçable. Donc, ces deux changements auront une conséquence sur le calcul de la longueur de flamme. Donc, lorsqu'on veut calculer la longueur d'enflammement de la première section, bien de la première structure ou bien de la deuxième structure, les valeurs vont être différentes. Soit carrément, elles peuvent passer du simple au double. Parce qu'en général, lorsqu'on a une structure à nœud fixe, c'est le schéma à droite avec les croix. En général, la longueur des flamants du poteau souvent est inférieure ou égale à la longueur du poteau. Par contre, dans le premier schéma à gauche, lorsqu'on n'a pas des croix, en général, lorsqu'on calcule la longueur du flamant d'un poteau, sa longueur de flamant, dans la plupart des cas, va être supérieure ou égale à la longueur des poteaux. Donc, voilà la conséquence sur la longueur des flamants lorsqu'on a deux structures, une structure à nœud fixe et une structure un nœud mobile. Donc, si vous avez des remarques ou bien des questions avant de continuer le cours. Monsieur, donc les croix Maradéchi augmenté les mêmes plombements, monsieur. Monsieur, Oui. donc les bombes. C'est quoi la question? Monsieur, donc les bombes, donc donc les croix non. Oui. Maradéchi augmenté les mêmes plombements les poteaux. Les larves, l'axe, ils vont diminuer le flambement. Au contraire, mais les croix, c'est l'inverse. Parce que les déplacements horizontaux vont être faibles. Et le flambement, c'est quoi? C'est un déplacement. Mais qui est flambé, qui déplace horizontalement. Oui. Or, donc les croix, ils vont rigidifier le déplacement horizontal, ils vont limiter le déplacement vertical, donc ils vont augmenter la résistance au flambement. La présence de croix, c'est un avantage par rapport au flambement. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, juste, je peux savoir, est-ce qu'on peut faire un seul trait sans faire croix? Oui, oui. On peut faire une seule diagonale, c'est ça? Oui, oui, exactement, monsieur. Donc, il y a deux cas. C'est une bonne question. D'abord, si on fait une seule diagonale, ça dépend du sens des forces. D'abord, si je laisse cette diagonale. Supposons que je vais laisser la diagonale, et je vais enlever la diagonale. J'ai le droit. Le problème est qu'il dépend des forces. Si j'applique des forces linéaires, avec la diagonale que je laisse, elle va être en traction, l'autre, elle va être en compression. Je peux l'enlever. Je vais me dire comme un exemple. Quand j'applique une force de sens, les diagonales, ils vont être en traction. Ils vont être en compression. Les éléments comprimés, ils vont flamber. Je peux l'enlever, mais leur résistance va être faible. Par contre, les diagonales, ils sont tendus, ils sont rigides. Ils vont limiter le flambement. Je peux il y a un seul sens de force. Mais malheureusement, avec le vent, je peux avoir aussi une force dans ce sens. Quand j'applique une force dans ce sens, d'accord, alors c'est l'autre diagonale, la diagonale qui va être en traction. On va dire va être en contraction. Pour les deux sens, je dois laisser les deux diagonales. Et d'abord, ça dépend de la section. La cornière, la cornière, malheureusement, elle est faible. Elle résiste très bien à la traction, mais elle résiste très mal à la compression.
Si je fais les diagonales, je dois laisser la croix, c'est obligatoire. Par contre, si je veux laisser une seule barre, haladi, une fois que tu en traction, je n'ai pas de problème, mais quand je change le sens de la force, il va travailler en compression. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tubes circulaires ou des tubes rectangulaires. Je vous donne un exemple اللي كتشوفوه ديما. هنا في كازا في l'autoroute ولا في طرق ولا الزيان عندنا دوك لي باسغال ميتاليك. Oui. هذوك لي باسغال ميتاليك لا لاحظتوا ما كاينينش لي كخوا، كاينين هذوك دي دياغونال اون في. Oui, monsieur. Ah oui, oui, monsieur. Exactement. L'inconvénient de la croix, il n'est pas esthétique. Par contre, le V, mais les l'autoroute, qui est un peu esthétique. ولكن des moments qui sont en V, راه كاينين des diagonales comprimées ou des diagonales tendues. بالنسبة les diagonales tendues, ما عندناش مشكل. L'acier résiste très bien à la traction. Par contre, il y a une diagonale comprimée, il faut qu'il résiste au flambement. Donc, on ne peut pas faire une cornière. L'avantage du tube, c'est un grand moment d'inertie et un grand rayon de génération dans les deux sens. Donc, il a une grande résistance au flambement. Donc, les passerelles, des tubes. En général, des tubes circulaires. Donc, on peut laisser une diagonale, on peut laisser qu'une diagonale, pas une croix, mais à condition de faire des tubes et non pas des cornières. Les cornières, ils résistent. Ils ont une faible résistance à la compression. Ils sont très faibles à la compression. Par contre, ils résistent très bien à la traction. L'avantage des cornières, ils sont économiques. Il y a une petite section. Par contre, un tube, il va être un peu plus costaud, donc plus lourd, et il va être un peu plus cher. Il y a la différence entre les deux. Beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va voir des applications, elle a les deux cas, on les trouve, la charpente métallique. Donc, je vais commencer par les exemples, les premiers. Je vais commencer par le portique de gauche, donc le portique isolé. C'est un portique. Donc, les deux poteaux sont articulés en bas, mais ils sont encastrés dans la poutre. C'est très important. Donc, ils sont encastrés dans la poutre où on a un appui en haut, près de la force N, qui va empêcher le déplacement horizontal. Ça veut dire que c'est un portique à nœud fixe. C'est comme s'il est à nœud fixe, puisqu'on a empêché le déplacement horizontal. Normalement, dans la réalité, là, on ne peut pas avoir un appui comme ça, le ciel. Le ciel, impossible, parce que les appuis sont dans le sol, fait qu'il a les fondations. Or, qu'est-ce qu'il représente physiquement avec l'appui? Avec l'appui, c'est théorique. On l'utilise RDM, on l'a fait quelques structures, on l'a fait un cours. Par contre, réellement, oui. Ça peut être un tyran. Un tyran, c'est un vrai appui fixe. Ah. Tu as raison. On peut le simuler un tyran. Effectivement, on a une croix. La croix, quand je prends la croix en bas, le masel, si je prends à la croix, c'est elle qui va limiter le déplacement. Et je peux dire qu'une croix, c'est comme si on fait un appui qui va empêcher le déplacement horizontal. Donc, la croix à un niveau, c'est comme si on fait un appui à l'extrémité de ce niveau. Ça veut dire que le niveau supérieur, c'est comme si j'ai un appui là. Donc, avec la croix, le niveau, c'est comme un appui. La croix, le niveau supérieur, c'est comme je fais un appui là, parce qu'il va limiter le déplacement là. La croix, le niveau suivant, ça y est, c'est comme si je fais un appui, etc. Voilà, la croix là. Donc là, la présence des croix, c'est comme si j'ai un appui, parce qu'il va limiter le déplacement.
C'est comme si j'ai un appui qui va empêcher le déplacement horizontal. Donc, avec le portique de gauche, avec l'appui, c'est comme si on a une croix ou bien si on a un bon tiron. Effectivement, un bon tiron, c'est comme un appui, exactement. Donc, lorsque j'applique l'effort normal N, la structure se déforme. Donc, voyez comment la structure se déforme. Donc, pour calculer la longueur de flottement, le premier point, non, parce que l'appui rotulé, au niveau de l'appui rotulé, le moment est nul. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, vous voyez qu'il est à l'intérieur du poteau, c'est là où on a le point d'inflexion. C'est là où on a le changement de concavité. Ça veut dire qu'on voit bien que la longueur de flottement ici, elle est inférieure à la longueur des poteaux. Parce qu'on a une structure en fixe, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça l'avantage. Parce que lorsqu'on a une structure en fixe, la longueur de flottement est inférieure ou égale à la longueur du poteau. Donc, la résistance au flottement va être plus grande. Parce qu'on va dire, lorsque la longueur de flottement est faible, l'élancement va être faible. Donc, la résistance au flottement va être plus grande. Donc, voilà d'autres exemples. Je vais commencer par le portique de bas, à droite. Le dernier en bas à droite. Donc, le dernier en bas à droite, les deux poteaux sont encastrés en pied. Donc, on a un encastrement en pied. Mais en haut, ils sont encastrés dans les poutres. Vu qu'on a un appui qui empêche le déplacement horizontal, c'est comme si on a un encastrement parfait. Ça veut dire que je peux considérer que mon poteau, il est encastré en bas. C'est un encastrement parfait. Et en plus qu'il est encastré, j'empêche le déplacement horizontal. Donc, c'est un deuxième encastrement parfait. Donc, puisque le poteau, il a un double encastrement parfait, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, la longueur de flottement, c'est 0,5 fois la longueur des poteaux. Donc, K égale à 0,5. Donc, le premier schéma, le schéma, le deuxième schéma à partir de la gauche. D'abord, je fais le schéma correspondant à les autres cas. Et ben voilà un autre exemple de portique à nœud mobile. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas d'appui qui empêche le déplacement horizontal. Et quand je n'ai pas d'appui qui empêche le déplacement horizontal, ça veut dire que je n'ai pas les croix. Réellement, ce sont les croix qui empêchent le déplacement horizontal. Donc, malheureusement, lorsque le portique subit un déplacement horizontal et lorsque le poteau flambe, donc vous voyez, lorsqu'on veut chercher deux points où le moment est nul, le premier point, c'est l'appui inférieur du poteau, c'est une rotule. Malheureusement, le deuxième point, il faut le chercher à l'extérieur, très haut. Donc vous voyez que ici, la longueur des flambeaux des poteaux va être supérieure ou égale à la longueur des poteaux. Et en fait, il va dépendre de la rigidité du poteau et la rigidité de la poutre, qu'on va voir après. Donc, on va voir après les formules, comment on calcule la longueur des poteaux, la longueur du flambeau des poteaux dans le cas général. Maintenant, on va voir le cas du poteau qu'on a vu tout à l'heure, un poteau doublement encastré avec l'encastrement qui va subir, l'encastrement supérieur qui va subir un déplacement horizontal. C'est le schéma le plus bas schéma, donc le portique en bas. Donc le portique en bas, les deux poteaux sont encastrés en pied. Et les deux poteaux sont encastrés dans la poutre, mais la poutre va subir, mais le système va subir un déplacement horizontal. Donc c'est comme si on a, pour les deux poteaux, ça valable, c'est comme si on a un poteau doublement encastré et l'encastrement supérieur peut subir un déplacement horizontal. Et dans ce cas, la longueur de flottement, malheureusement, ce n'est plus égal à 0,5 L, c'est L. Parfois, ça peut être supérieur à L, parfois. Mais en général, c'est L. Donc, vous voyez, les premiers schémas qu'on représente, c'est schéma théorique, mais une application pratique. Donc, le deuxième schéma à partir de la gauche, lorsqu'on a un poteau doublement encastré, ça veut dire qu'on a un portique, les poteaux en bas ils sont encastrés,
en haut, ils sont encastrés dans la poutre, mais il n'y a pas de déplacement horizontal. Par contre, le même poteau doublement encastré avec un déplacement horizontal, c'est un poteau encastré en bas et encastré en haut dans la poutre, mais le portique, il n'est pas contreventé, il n'y a pas de croix, il peut subir un déplacement horizontal. Donc voilà la différence aux deux. Ça veut dire que la longueur des flamants, les deux cas sont différents. Donc la résistance des flamants du deuxième poteau doublement encastré avec déplacement horizontal, sa résistance au flamand va être plus faible que la résistance au flamand d'un poteau doublement encastré avec des encastrements parfaits. Donc voilà l'effet des appuis et l'effet de déplacement horizontal sur le calcul de la longueur de flamand et sur la résistance au flamand. Donc si vous avez des remarques ou bien des questions, on peut le discuter ensemble avant de continuer le cours. C'est bon, il n'y a pas de questions? Non, monsieur, merci. On peut continuer. مثلا كلمة هضرنا علينا شنو هو الكلمة هضرنا عليها غادي نهضروا عليه دابا هذه الشيما كاملين. Encastré les bras, monsieur. Monsieur, libre des deux côtés. Sur le console, monsieur. Encastré les bras, monsieur. Le dernier cas, monsieur, le dernier cas. On va encastrer les bras. Le premier ou le... Le dernier. Monsieur, encastré les bras. Encastrer libre, je vais la rappeler quand même. Une minute, j'ai un problème de connexion. Là, encastré libre, on a dit que la longueur du flamand, c'est 2 fois la longueur. Ce que j'ai pas discuté, ouais, le premier cas, le premier schéma à partir de la gauche. علاش ما سولتونيش على هذاك لو شيما il paraît un peu bizarre ياك Monsieur. Monsieur الأخراني دابا الاخراني الاخراني هذاك راه il est instable ديما je vous rappelle lorsqu'on a une barre avec un seul appui, l'appui doit être obligatoirement un encastrement, sinon la barre est instable. Ça veut dire que l'angle, c'est comme si on a une longueur de flamand est égale à l'infini. Donc le dernier cas, il ne peut pas exister. Oui, même si on a un barre avec un seul appui, l'appui doit être obligatoirement un encastrement. C'est l'avant-dernier cas. C'est le deuxième cas à partir de la droite. Avec lui. Avec sa longueur de flamand, on la connaît, c'est 2 fois la longueur de la barre. C'est parce que je veux discuter, mais comme le premier cas à partir de la gauche. On n'a pas encore discuté. Là, on a des ressorts. Donc le premier cas, c'est un poteau avec des appuis un peu spéciaux. Avec ce qu'on appelle un encastrement élastique. C'est des encastrements parfaits. Les encastrements, la rotation de la section était nulle. Par contre, le premier cas qu'on va discuter d'abord, c'est lorsqu'on a un poteau tel que les appuis vont être des encastrements, mais malheureusement, on les appelle des encastrements élastiques. C'est un encastrement, mais il va subir une certaine rotation. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant sur un schéma. Puis on va faire les applications manuelles. Donc maintenant, on va voir le cas général. Et tout à l'heure, on a vu les cas des appuis réels, soit un appui encastré, soit une rotule, etc.
Mais lorsque j'ai un poteau avec plusieurs étages, par exemple ici, le schéma de gauche, je m'intéresse par exemple à étudier le flambement du poteau AB. Donc je veux étudier le flambement du poteau AB. Pour le poteau AB, qu'est-ce que j'ai comme appui? C'est ça le problème. Donc je n'ai pas des appuis classiques, mais il a des appuis qu'on appelle appuis élastiques. Quand j'appuie un effort normal sur le poteau AB va flamber. Et quand il flambe, c'est le schéma à droite. Donc le schéma à droite représente le flambement du poteau AB. Quand le poteau AB flambe, donc ici on a deux remarques. Le nœud A va subir une rotation. Donc après flambement des poteaux, les poutres vont se déformer aussi. Et l'angle droit entre la poutre et le poteau était l'angle droit entre la poutre et le poteau. La poutre était horizontale, le poteau était vertical. On avait un angle droit. Après rotation, donc le nœud a subi une rotation. Lorsque le nœud subit une rotation, on parle d'un encastrement élastique. Donc on n'a plus un encastrement parfait. Ça c'est la première condition. Mais on peut toujours parler de l'encastrement. Pourquoi on parle de l'encastrement? C'est parce que même après déformation, le poteau reste perpendiculaire à la poutre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rotation relative entre le poteau et la poutre. Ça veut dire que la rotation entre le poteau et la poutre est nulle. Ça veut dire que le poteau est toujours encastré dans la poutre, mais l'encastrement n'est plus parfait parce que le nœud a subi une rotation. Donc on parle d'un encastrement élastique. De même, en bas, pour le nœud B, c'est la même chose. Donc le nœud subit une rotation et le poteau, même après déformation, reste perpendiculaire à la poutre. Donc c'est toujours un encastrement, mais un encastrement élastique parce que le nœud a subi une rotation. Donc ici, on doit voir comment calculer la longueur de flambement d'un poteau avec deux encastrements élastiques. Les encastrements élastiques dépendent des raideurs parce que la poutre se déforme, les deux poutres liées au poteau se déforment et le poteau se déforme. Donc finalement, la longueur de flambement du poteau dépend des raideurs des poteaux, du poteau lui-même et de la poutre. Et de fait, est-ce qu'on a une structure à nœud fixe ou bien une structure à nœud mobile? Si on a une structure à nœud mobile, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, la longueur de... Pardon, si on a une structure à nœud fixe, ça veut dire que c'est comme si on a des appuis qui empêchent le déplacement horizontal, la longueur de flambement va être inférieure ou égale à la longueur de la barre. C'est comme ce qu'on a ici dans le schéma. Par contre, lorsqu'on a une structure à nœud mobile, il n'y a pas d'appui, le déplacement horizontal est conséquent, donc la longueur de flambement va être supérieure à la longueur de la barre. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il propose le règlement CM66 comme formule pour la longueur de flambement d'un poteau sur des encastrements élastiques dans le cas général, pour une structure à nœud fixe et pour une structure à nœud mobile. Est-ce qu'il y a des remarques ou bien des questions avant de passer aux formules de calcul? Non, merci, monsieur. C'est bon. Donc, maintenant, on va voir la formule. Comment calculer la longueur, par exemple, du flambement des poteaux AB? Parce qu'on n'a pas réellement des poteaux, on n'a pas réellement des appuis. Donc, on a parlé d'encastrement élastique. Donc, voilà, maintenant, on va voir les formules qui sont proposées par le règlement CM66. Et l'année prochaine, on va voir à peu près des formules similaires proposées par l'Eurocode 3. Donc, ici, à gauche, on voit une structure avec le poteau AB, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que ici, on a A en bas et B en haut. Donc, on s'intéresse à calculer
la résistance au flambement du poteau AB. C'est-à-dire il faut calculer la longueur de flambement. Parce que si on calcule la longueur de flambement, le reste, c'est des formules qui sont données par le règlement. C'est très simple à utiliser. Donc, pour calculer la longueur de flambement du poteau AB, on a dit que en EA et en EB, ce sont des encastrements élastiques. Donc, on va voir comment on calcule les coefficients d'encastrement élastique. Donc, on a deux coefficients. On a le coefficient Ka et le coefficient Kb. Donc, finalement, comme ce qu'on a vu dans ce schéma, donc finalement, le poteau en EA, il est encastré dans les poutres. Donc, ce sont les poutres qui constituent l'encastrement des poteaux. Donc, on n'a pas réellement un encastrement parfait. Donc, cet encastrement du poteau-là dans les deux poutres dépend de leur raideur pour donner quel est donc, quel est le niveau d'encastrement du poteau dans ces deux poutres? Donc, pour cela, pour définir le niveau d'encastrement du poteau dans les poutres, on calcule le coefficient d'encastrement, Ka et Kb. Comment on calcule le coefficient d'encastrement Ka ou NEA? C'est très simple. Donc, il faut retenir que le coefficient d'encastrement du NEA, c'est la somme des raideurs des poutres sur la somme des raideurs de tous les éléments qui arrivent en eux, c'est-à-dire les deux poutres, le poteau AB considéré et le poteau inférieur au NEA, parce qu'on a deux poteaux et des poutres. Comment on calcule la raideur d'un élément dans ce cas? C'est différent de ce qu'on a fait dans le calcul dynamique d'extraction. Ici, la raideur d'un poteau ou bien d'une poutre, c'est le moment d'inertie de l'élément divisé par sa longueur. C'est ça la raideur. Par exemple, pour le nœud A, j'ai deux poutres. Donc la poutre de gauche, elle a le moment d'inertie ISW et sa longueur LW. Donc la raideur de cette poutre, c'est son inertie ISW sur LW. Donc en numérateur, on va voir la somme des deux raideurs. Donc la raideur de la poutre de gauche, c'est ISW sur LW, plus la raideur de la poutre de droite, toujours le moment d'inertie sur la longueur, donc c'est ISE sur LE. Donc la formule, il y a un petit manque, c'est ISE sur LE. Donc il y a le E, malheureusement, je ne sais pas comment ça a été effacé, je vais le reprendre sur LE. Donc au numérateur, on a la somme des raideurs des deux poutres. Sur le dénominateur, au dénominateur, on va trouver 4 raideurs. La somme des raideurs des deux poutres qu'on a déjà au numérateur, c'est les deux termes de droite. ISW sur LW plus ISE sur LE, pardon. Et on va rajouter la raideur du poteau lui-même, AB, c'est-à-dire I0 sur L0, plus la raideur du poteau inférieur qui arrive au nœud A, qui est le moment d'inertie SE, donc sa raideur c'est IS sur LS. Donc voilà, voilà le coefficient d'encastrement du nœud A. C'est la somme des raideurs des poutres, c'est la somme des raideurs de tous les éléments. On fait le même calcul pour le nœud B. Donc pour le nœud B, le coefficient d'encastrement du nœud BKB, c'est la raideur des poutres, c'est-à-dire le moment d'inertie de la poutre de gauche, INW sur sa longueur LW, plus la raideur de la poutre de droite, INE sur LE, sur la somme des raideurs de tous les éléments, c'est-à-dire les raideurs des deux poutres qu'on a vues, plus la raideur des poteaux I0 sur L0, plus la raideur des poteaux supérieurs qui arrivent au nœud B, IN sur LN. Donc voilà, maintenant on sait comment calculer ces raideurs. C'est les raideurs, puis le coefficient d'encastrement des nœuds. C'est important pour la suite, pour calculer la longueur de flambement. Donc si vous voulez prendre des petites notes, il vaut mieux écrire les valeurs de K et KB parce que vous allez les maîtriser, parce qu'après, on va les utiliser dans les calculs. Monsieur Nardo, Ka ou KB?
Product K ou KBR, le fait de les noter, là, vous allez commencer à les retenir. Donc, on note on prend des notes. Monsieur Lil, tu touches L ou le I? Non? Le L sur LS, L0, LW, LE. ديما الفرق في النيميراتور كاين المومون دينيرسيف دينيميراتور ال ال اس ال 0 ال دبليو ال او chaque غيدور Monsieur, وي monsieur عافاك تقدر تعاود هاد لابارتي مشات ليا الكونيكسيون. d'accord. Donc faire de la partie, j'ai dit que pour calculer la longueur de flambement du poteau AB, donc j'ai dit que une A et une B, ce sont des encastrements élastiques. Et on n'a pas d'encastrement parfait, on n'a pas de rotule. Et donc, au niveau A, le poteau, les appuis des là, on voit les poutres, le poteau inférieur. Donc, on parle d'un encastrement élastique. Donc, pour calculer la longueur de flambement, il faut calculer ce qu'on appelle le coefficient d'encastrement élastique. On a, on calcule KA. KA, le coefficient d'encastrement KA est égal à la somme des raideurs des deux poutres qui arrivent au A sur la somme des raideurs de tous les éléments qui arrivent au A. Au A, il y a deux poteaux et deux poutres qui arrivent au A. 4 éléments. Donc, au numérateur, on a la raideur des deux poutres et au dénominateur, on a la raideur des deux poutres plus les deux poteaux qui arrivent au A. Donc, au numérateur, au A, on a la raideur de la poutre de gauche. À quoi est égal dans ce cas, la définition de la raideur, c'est le moment d'inertie de la poutre divisé par sa longueur. Donc, au numérateur, on a la raideur de la poutre de gauche, ISW, sans moment d'inertie, sur LW. Plus la raideur de la poutre de droite, c'est son moment d'inertie ISE, sur LE. Alors, la formule, malheureusement, il manque un L. Sur la somme des raideurs de tous les éléments. Donc, les raideurs, les deux poutres qu'on a en numérateur, on va les retrouver au dénominateur. C'est le dernier terme et l'avant-dernier terme. Plus, on rajoute la raideur du poteau lui-même AB, c'est son moment d'inertie I0 sur sa longueur L0, plus le poteau inférieur qui arrive au nœud A, sa raideur, c'est LIS sur LS. Donc, voilà le coefficient KA. Coefficient d'encastrement élastique KA. On fait la même chose pour le B. Donc, le coefficient d'encastrement élastique au B, c'est la raideur des deux poutres, INW sur LW plus INE sur LE, sur la somme des éléments de tous les éléments. Donc, c'est la somme des raideurs des poutres, plus la raideur du poteau lui-même, I0 sur L0, plus le poteau supérieur, IN sur LN. Donc, une fois qu'on calcule les coefficients d'encastrement élastique des deux nœuds A et B, maintenant, on va passer pour voir comment on calcule la longueur de flambement du poteau. On va considérer deux cas. Donc, voilà le premier cas, on est dans le cas d'une structure à nœud mobile, c'est-à-dire le déplacement horizontal est permis. Rien n'empêche le déplacement horizontal, ça veut dire qu'on n'a pas de croix, parce que ce sont les croix qui limitent le déplacement horizontal. Et lorsqu'on a un portique avec plusieurs niveaux et il n'y a rien qui empêche le déplacement horizontal, pardon, ici c'est l'inverse. Pardon, je suis désolé. C'est dans le cas où on a un portique avec des croix. C'est-à-dire le déplacement horizontal est empêché. C'est comme si on a des appuis qui empêchent le déplacement horizontal. Dans ce cas, la longueur de flambement du poteau, ce qu'on appelle ici dans la formule L, L c'est la longueur de flambement sur L0, la longueur de la barre, est égale à cette formule. Donc est égale à 3 moins 1,6 facteur de KA plus KB moins 0,84 KA plus KB sur 3 moins KA plus KB plus 0,28 KA plus KB. Donc, une fois qu'on a calculé KA et KB comme par les formules qu'on a vues tout à l'heure, donc voilà la formule qui donne la longueur de flambement d'un poteau qui appartient à un portique dans le cas d'une structure à nœud mobile.
On a deux cas particuliers. Lorsque le nœud B est une rotule réelle, c'est un appui fixe. Dans ce cas, KB est égal à 0. Et lorsque au nœud B, on a un encastrement parfait, c'est-à-dire c'est un encastrement au niveau de la fondation. Dans ce cas, KB est égal à 0. Donc on a le cas général, mais on a deux cas particuliers. Lorsqu'on a un appui rotulé ou bien un appui encastré. Donc là aussi, vous pouvez noter la formule générale, c'est tout. Monsieur Tchankhora, I sur L0. Je reviens au CNR. Oui, la formule générale. Et la formule générale, هذه la formule I sur L. لا monsieur. L هي LF. انتوما سميوها LF. C'est la longueur du flambeau. LF sur L0. Ok. Avec L0, c'est la longueur d'un bas. LF, c'est la longueur du flambeau qu'on cherche, qu'on veut calculer. Donc maintenant, voilà le deuxième cas. Donc le deuxième cas, voilà la formule qui donne la longueur du flambement d'un poteau entre deux nœuds A et B. Mais cette fois-ci, la structure, elle est un nœud mobile. Donc c'est une structure, un nœud déplaçable. Ça veut dire qu'on n'a pas des croix ici. Donc lorsqu'on a un portique, lorsqu'on n'a pas des croix, on le considère comme une structure, un nœud mobile. Et pour calculer la longueur des flambements du poteau, LF sur R0, elle est donnée par cette expression, dans laquelle on a la racine. Monsieur, هذا le cas ديالك هذا؟ هذا هذا le cas ديالك. هذا lorsqu'on a بحال دابا رجع هذا الشيء. Donc, je veux calculer la longueur de flambement de le poteau. Un poteau intermédiaire. Supposons pour être le calcul du flambement de le poteau. Si je veux calculer la longueur du flambement de le poteau, il appartient à une structure, à un nœud mobile. Donc c'est la deuxième formule avec la racine. Je calcule les nœuds A et B, je calcule KA et KB, puis je vais utiliser la deuxième formule avec la racine pour calculer la longueur de flambement. Par contre, la racine في lequel il a fait les croix. Voilà. Le premier cas, si je veux calculer la longueur de flambement de le poteau, au lieu de n'importe quel poteau, là où on est les croix, c'est une structure en mobile, donc je vais utiliser la première formule sans la racine. Donc là, c'est lorsqu'on n'a pas les croix. Là, on a des cas particuliers. Lorsqu'on a en B un appui encastré, on prend KB égale à 1. Ou lorsqu'on a en B une rotule, un appui rotulé, on prend KB égale à 0. C'est bon, vous voyez la photo d'un hangar? Oui, monsieur. Voilà, donc ici, j'ai montré juste comment un hangar est constitué. Lorsqu'on a un hangar, la structure, si on la comprend, c'est très simple. Les calculs ne sont pas très difficiles. On fait une grande partie manuellement et une partie avec robot. Sinon, il y a des formulaires pour faire. Donc, on a la première remarque, on a ce qu'on appelle la notion de portique. Je l'ai dit au début, je vais la rappeler, il est important. Donc, vous voyez qu'on a le premier portique constitué de poteaux verticaux avec deux traverses inclinées. Donc, c'est ça le portique, dans le cas général. L'inclinaison, je le rappelle, c'est juste pour écouler les eaux de pluie. C'est pourquoi on fait l'inclinaison. Il n'a pas un rôle structurel. C'est juste
pour écouler les autres pluies. Donc, la caractéristique des portiques, c'est que les poutres sont encastrées dans le portique. على l'effet ديال لو فون ديك نعم. ما عندهاش واحد l'effet على ديك l'inclinaison على لو فون. Non, le vent, non. C'est juste pour l'écoulement des autres pluies, c'est tout. L'inclinaison. Donc, une autre caractéristique importante du portique, c'est qu'en général, à 99%, il y a quelques cas particuliers, les traverses sont encastrées dans les poteaux. Ça veut dire qu'à l'extrémité de la traverse, l'extrémité gauche ou bien droite, le moment n'est pas nul. Il y a un moment d'encastrement. Donc, on a un moment d'encastrement dans la traverse et on a le même moment dans le poteau. Donc, le moment au nœud supérieur de poteau ou bien à l'extrémité de la traverse, on a un moment qui n'est pas nul. Donc, c'est encastré dans le poteau et ça veut dire qu'il faut dimensionner l'assemblage, on va le voir après, qui va fonctionner, qui va permettre de transmettre le moment d'encastrement de la traverse vers le poteau. Ça veut dire qu'il faut dimensionner un assemblage qui doit résister à ce moment d'encastrement. Donc le nœud ديال l'intersection ديال البوطو مع la traverse كيكون عندها دو مومون. كاين ان مومون اكزاكتومون. واش واحد ولا دو مسيو؟ نعم. واش مومون واحد ولا جوج؟ لا كاين ان مومون. شاك نو عنده ان مومون ديالو، ان مومون في الفيسون. دابا la traverse راه بحال il est encastré sur le poteau. Donc ما كاين ان مومون. D'abord, le portique, vous voyez que le hangar, c'est une série de portiques. Donc, on a un ensemble de portiques qui se répètent les mêmes portiques. Donc, il suffit de dimensionner un portique et les autres portiques sont les mêmes. En général, ils sont espacés d'un espacement constant. Souvent, un espacement le plus courant, c'est 6 mètres. Puis les autres éléments, on va les voir. Monsieur, l'espacement dépend de quoi? L'espacement entre les portiques. L'espacement entre les portiques, il faut optimiser la structure. En général, le plus souvent, on prend 6 mètres. Parce que entre les portiques, on a les pannes, les traverses horizontales sur la couverture. Et sur les poteaux, on a les lisses. Donc les barres, les poutres horizontales fixées sur les poteaux, on les appelle lisses. Donc les lisses, ils sont là pour fixer le bardage, pour fermer le bâtiment. En général, les longueurs standards des barres, le marché, c'est 12 mètres. Donc, si on fait un espacement de 6 mètres, il y a une barre qui va me donner 2 pannes ou bien 2 lisses. Par contre, si je fais un espacement différent, je risque d'avoir des chutes. Par exemple, supposons que j'ai un espacement de 7 mètres. Donc, je vais avoir une barre fait 7 ou laquelle fait 5. Donc, 5, c'est pas bon. Carrément, je ne l'utilise pas. Je vais la perdre, c'est une chute. Ou bien, il faut souder une barre de 2 mètres. Pour avoir 7 mètres, c'est pas intéressant. Donc, on va assembler. Donc, le mieux, avoir un espacement de 6 mètres, comme ça, toutes les barres horizontales, longitudinales, les pannes et les lisses. Donc, on a choisi le 6 mètres, c'est juste pour optimiser la matière, pour ne pas avoir de chute, pour ne pas avoir beaucoup de pertes dans la matière. Donc, regardez la raison. Donc, vous voyez que dans ce portique, on a une série de portiques et on a fixé sur les traverses. C'est ce qu'on a appelé les pannes. En général, espacées entre 1 mètre 50 et 2 mètres pour supporter la couverture et les barres qui sont fixées sur les poteaux, les poutres qui sont fixées sur les poteaux, on les appelle lisses.
c'est pour fixer le bardage vertical. Donc voilà le... On va voir notre schéma. Pardon. Donc voilà notre schéma qui montre un hangar classique. Donc un hangar classique, c'est une série de portiques. Donc on dimensionne un portique et les autres portiques sont similaires. Ici, on voit les barres horizontales, c'est les pannes. On va voir après comment on les dimensionne. Puis, on a un petit problème. Que je vais expliquer. Les poteaux, supposons qu'on a des appuis articulés. C'est une articulation. Tous les poteaux sont articulés. On parlera après de l'encastrement après. Donc les poteaux sont articulés. Donc le portique dans son plan, elle est stable. Donc quand je considère ici le portique dans un plan, les deux poteaux, les deux traverses, même s'ils sont articulés, la structure, elle est hyperstatique de degré 1. Donc elle est encore plus stable. Par contre, le poteau, il faut le voir dans l'espace. C'est ça le problème qui se pose. Donc, si je considère le poteau dans ce plan, puisqu'il fait partie du portique, il est stable, mais hors plan, elle est instable. Parce que quand je vois comme ça, le poteau, s'il est seul, avec une rotule, c'est comme si on a une barre seule avec une rotule, c'est comme si on a un encastrement sur une rotule. Donc, un encastrement sur une rotulé, elle est instable. Ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour rendre le système stable? Donc, j'ai le premier poteau articulé, le deuxième poteau du deuxième portique articulé. Quand je vois comme ça, les deux poteaux sont instables. Mais pour rendre le système stable, il suffit que je rajoute les croix. Il y en a, le rajout de croix, elle est obligatoire. Pas pour limiter uniquement le dépassement. C'est pas pour limiter uniquement le dépassement, c'est pour stabiliser. Parce que j'ai ici une rotule. Qui est instable, il faut la stabiliser par la croix. Et dans la direction de la face pignon, j'ai le portique qui est stable automatiquement. Donc, je stabilise par une première croix et par une deuxième croix. Et je vais liaisonner l'ensemble par cette panne sablière. Comme ça, toute cette face va devenir stable. Et j'obtiens une structure stable dans les deux directions. Donc, c'est comme ça qu'on conçoit un portique stable en 3D, suivant la direction lampon et suivant la direction pignon. Monsieur, bon? s'il vous plaît, Oui, une question. Merci. Monsieur, juste au cas où vous voyez, monsieur, il y a quatre, on peut dire quatre carreaux entre deux croix. C'est-à-dire, vous me comprenez, monsieur? exactement. Il y a Il quatre. n'y a pas de croix. Oui, très bien, merci, monsieur. Donc, supposons, monsieur, qu'il y a 5 carreaux, monsieur. Avec le milieu, on peut ajouter une croix. C'est C'est obligatoire possible. C'est une c'est bonne possible? question. Si on a un grand bâtiment, un bâtiment très long, tu as raison, il vaut mieux rajouter une troisième croix. Il y en a par exemple, c'est un petit bâtiment. Supposons que j'ai un espacement de 6 mètres, donc 6 fois
fois 5, 6. 6 panneaux, 6 fois 6, 36. Donc là, c'est un petit hangar. Il là, puis 36 mètres de longueur. Supposons que j'ai un hangar, puis là, on a presque 100 mètres de longueur. Donc, lorsqu'on a un hangar avec 100 mètres de longueur, il vaut mieux rajouter une croix intermédiaire. Tu as raison. C'est une bonne question. Merci beaucoup, monsieur. Pour mieux stabiliser le hangar. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Maintenant, je vais... Bon, ça, c'est juste un cas similaire. علاش ما كنديروش لي كرو كاع دوك لي بيناتهم؟ C'est pas la peine. Et les croix avec les croix, les extrémités sont suffisants. Et d'abord, qu'est-ce qui se passe? Donc, les poteaux intermédiaires, là, on n'a pas de croix. Les poteaux, si jamais il a tendance de se renverser vers le sens, qu'il a la barre, il va le tirer, c'est tout le croix. Il devient stable. Et les barres, elles sont liées les croix. S'il veut se renverser vers le sens, un tiron. Et il le ramène le croix qui le stabilise. Si jamais il veut se renverser le poteau dans ce sens, il trouve les barres il va travailler comme un petit rond et qui va le ramener jusqu'à la croix qui est stable. Donc c'est pas la peine de rajouter plus de croix. Donc on a un troisième schéma, juste il y a des... Donc on a une série de portiques avec les pannes et on va traiter un exemple. Donc on va présenter un exemple. Je vais juste montrer les données et comment le traiter. Et qu'on va terminer la prochaine fois. Inch'Allah. Fichier, malheureusement, sinon, malheureusement, là, j'ai préparé un exercice qu'on voulait commencer maintenant. Un portique pour dimensionner des poteaux et faire une application sur la longueur des flambements et la suite, mais malheureusement, je n'arrive pas à ouvrir mon fichier. Je suis désolé. Ça, la semaine prochaine, on va traiter de l'exercice. Je suis très désolé.